J'ai beaucoup de diplômes. Bref, j'avais beaucoup de qualités, et entre autres des qualités de militante. J'ai collé, j'ai fait tout ce que les hommes font, je l'ai fait. Mais ce que tu n'as pas dit, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils aimaient bien prendre des jeunes hommes, comme co-secrétaires, etc., parce qu'ils les formatent. Tu comprends? Ils peuvent en faire des gens complètement dans leur idéologie. Et ils n'acceptent pas la parole contradictoire. Hein. C'est très, comment dire, c'est très fermé quand même au niveau pas discussion vraiment, on peut discuter, mais c'est très fermé au niveau idéologique. Donc, j'ai vu ça, moi. On prend des jeunes hommes mignons, enfin voilà, formés, hein, formés Sciences Po, etc. Oui. Et c'est ceux-là que l'on fait monter. Et Sarah, ça je l'ai connue. Enfin voilà, mon expérience. Alors, ce qu'a révélé MeToo, quand même, je ne sais pas, il y a eu plein d'enquêtes qui ont été faites dans la presse, c'est qu'il n'y a pas une seule organisation politique qui ait échappé à la question des violences sexuelles. Mais à un niveau extrêmement large. C'est-à-dire, il y a tout ce que tu as dit sur toutes les manies pour ne pas donner des places aux femmes, mais il y a une autre manière de remettre les femmes à leur place, c'est les violences sexuelles. C'est-à-dire, franchement, quand on voit l'enquête du Monde sur l'UNEF, c'est totalement hallucinant. Depuis 30 ans, il y avait une organisation systématique, enfin je veux dire organisée, un truc organisé, où les jeunes mâles blancs, parce qu'en fait c'est ça, c'est très intéressant ce que tu racontes sur les jeunes, parce qu'effectivement ça peut très très souvent dans toutes les organisations, notamment celle de la gauche dite radicale, la question des jeunes. Dans l'UNEF, il y a eu des pratiques meurtrières depuis 30 ans. C'est-à-dire viol, agression sexuelle, et compagnie, et compagnie. Et ces gens-là sont montés dans l'hiérarchie. Parce que, comme vous le savez, je suppose, on passe de l'UNEF au PS et compagnie. Le directeur de campagne de Benoît Hamon, dont j'ai oublié le nom, Mathieu Hanotin. quand même, il est en 5 agressions sexuelles, dont une pour viol. Ah oui, Hanotin. Oui, absolument. Là, enfin, le MJS, au secours. Le PC, il y a eu des trucs. Et la gauche radicale, évidemment, n'échappe pas à ce truc, je pense à... Donc là, je pense qu'il s'est passé, je ne sais pas comment vous analysez, moi j'analyse ce qui s'est passé avec MeToo comme pour le coup, un mouvement fondamental pour l'égalité. C'est-à-dire une espèce de ras-le-bol, c'est-à-dire une distorsion entre la place qu'ont acquis les femmes dans la société, où elles sont absolument partout, à tous les postes de responsabilité, et puis comment dire, le fait que les violences sexuelles perdurent, voire se développent. Puisque par exemple la CGT a fait une enquête au niveau massif des agressions, du harcèlement sexuel dans les entreprises, à tous les niveaux de responsabilité. Donc il y a vraiment une distorsion absolue entre une progression des femmes, rien n'est comparable avec la place des femmes dans les années 50-60, actuellement dans la société, et le fait de les bloquer, de les remettre à leur place par ces agressions sexuelles. Et ça, je pense que jusqu'à présent, on n'avait pas du tout pris la mesure. Le mouvement féministe, à partir des années, on va dire 90, s'est tellement effondré, je veux dire en termes de poids idéologique dans la société, que pour le coup, toutes ces organisations qui fonctionnaient sur une espèce de rente théorique, etc., il y a eu un recul total. Et ce qui est intéressant, c'est je ne sais pas ce qui se passe à droite, il n'y a rien qui sort, peut-être parce que c'est la droite, mais en tout cas là, il n'y a pas une seule organisation de gauche radicale, je redis, comprise, qui échappe à ce phénomène. Un des moyens d'action de ce mouvement, ça a été la dénonciation nominative des agresseurs. Ce qui pose aux organisations beaucoup de problèmes. À savoir, mais comment donner des noms, un truc horrible par définition. Or, je pense que ça a été un moyen d'action majeur. C'est-à-dire parce que porter plainte, ça prend tellement de temps, la culpabilité et compagnie. Et l'autre acquis, je trouve, de ce mouvement qui n'est pas terminé, mais enfin, il y a un backlash énorme qui a commencé avec la tribune des 100, là, pour le droit à se faire tricoter, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le droit est importuné, mais ça a continué. Après, il y a eu la une de l'Obs, faut-il tout balancer? Après, il y a le patron de Lagardère qui est passé sur tous les médias en disant, mais oui, mais là, on va trop loin, c'est pas possible. Oui, donc, il y a vraiment... Moi, je trouve que ce mouvement a ébranlé la domination masculine. Vraiment de manière... Entre autres, il y a eu la peur, quoi. Il y a eu la peur des mecs sur le mode on va être dénoncé. Ce qui est le plus intéressant, me semble-t-il, c'est pourquoi ça ne sort pas, pourquoi les affaires ne sortent pas, pourquoi il y a de l'omerta, et ça on arrive à peu près tous à combiner les variables de pourquoi il y en a. Ce qui est intéressant, moi
voilà, des gens comme Éric Fassin le disent bien mieux que moi, mais ce qui est intéressant, c'est que l'affaire sexuelle redonne à voir la frontière du politique. C'est-à-dire le mouvement de la deuxième vague du féminisme, c'est le privé, c'est politique. Là, on se rend bien compte que chez les professionnels de la politique, leur privé, c'est pas de la politique, c'est-à-dire toutes les relations conjugales qui sont blanches, hétérosexuelles, qui servent les campagnes, les hommes se mettent en scène dans Paris Match avec leurs femmes, etc. Donc ça, ce sont des formes de conjugalité qui sont hétéronormées, etc., toutes légitimes, et ça, c'est même bon pour la campagne. En revanche, les autres, celles qui sont pas mono-partenariales, celles qui sont mixtes, etc., celles-ci, comme par hasard, elles sont cachées, les relations tarifées, c'est caché, enfin, voilà. Donc, premièrement, on peut conclure de ce dernier mouvement, là, le plus récent, que oui, pour les femmes et les hommes politiques, la sexualité, c'est pas la même chose que pour le reste du commun des mortels. Et deuxièmement, et ça interroge les partis politiques qui sont fautifs au point où je le disais, qu'on voit très bien la frontière entre les affaires qui concernent des partis politiques et celles qui n'en concernent pas. Je suis filmée, donc je vais peser mes mots, mais l'affaire Hulot, il n'y a pas de parti politique derrière. D'accord ? On a quelqu'un, on a un ministre, il n'y a pas de parti politique. Il n'y a pas d'enveloppe qu'on peut interroger, moi je les compare parce que l'affaire Baupin, l'affaire Hulot, ça touche les écologistes, mais d'une manière différente, à plein de points de vue, mais notamment celui-ci que je soulève là. Baupin, il était du parti politique Les Verts, Europe Écologie Les Verts. Hulot n'a fait qu'une primaire, il n'est pas dans le parti écologiste. Et on voit très bien comment les solidarités gouvernementales ou partisanes, politique, s'organise bien différemment quand il y a du partisan et quand il n'y en a pas, raison pour laquelle je pense qu'il faut plus que jamais interroger le rôle des partis politiques, à la fois comme structure, structure d'interposition, de force d'interposition, on va dire comme ça, mais aussi comme structure à qui on peut demander des comptes pour qu'ils en répondent. Et on voit très bien que quand il n'y a pas de parti, c'est encore plus compliqué. Veiller à ce que ces questions-là, elles soient accueillies, qu'il y ait de la prévention, qu'il y ait de l'écoute, qu'il y ait des formes de sanctions et qu'il y ait orientation vers la justice, parce qu'au bout du bout, ce que l'on veut, c'est qu'en justice, ces choses-là puissent être traitées, parce que c'est comme ça qu'on peut aussi changer la société, c'est de permettre, même avec toutes les réserves qu'on peut avoir après sur le fonctionnement judiciaire actuel et ses défaillances, qui sont largement orchestrées d'ailleurs politiquement par les manques de moyens, etc. Mais voilà, donc on a mis ça en place et il se trouve que justement, là je vous disais que c'était notre Conseil national aujourd'hui, demain on va avoir un temps de discussion là-dessus, notamment parce qu'on a été alerté sur un cas, alors qui n'était pas, l'agresseur n'était pas un membre de notre parti, mais c'était en contexte militant. On a été alerté sur quelque chose qui s'est produit il y a des années, en 2013, et la militante en question a fait la démarche de porter plainte, mais n'en avait pas parlé au sein du parti. Et nous, ça nous a beaucoup interrogés. Et elle a expliqué qu'elle n'en a pas parlé parce qu'elle ne voulait pas être la victime de service. Et là, ça pose vraiment d'autres questions aussi sur la façon dont on traite ces affaires. Et ça rejoint aussi sur la façon dont ces affaires sont aussi traitées avec un voyeurisme terrible. Donc, comment on fait en sorte que ce soit possible d'en parler, de prévenir, d'en parler et de ne pas avoir l'étiquette de victime, de ne pas subir le regard aussi. Et ces questions-là, on n'a pas tout de suite immédiatement les réponses. Voilà, je pense que c'est assez intéressant aussi d'observer les contextes d'émergence, la manière dont ces affaires-là aussi sont portées dans l'opinion publique, parce que c'est aussi un moyen de mettre en valeur les difficultés auxquelles sont confrontés les partis politiques, et aussi parce qu'on a des militantes qui osent s'exprimer parce qu'elles ont, pour certaines aussi, une conscience féministe développée, et donc ça va exister à Europe Écologie, ça va exister dans des organisations étudiantes ou au MJS aussi, où il y a quand même des courants féministes assez forts, et aussi donc des organisations qui se remettent aujourd'hui en cause, par exemple, c'est qu'un exemple, mais au Parti Socialiste, le bureau national, maintenant, c'est aussi une prise de parole en alternance et des gens comme Laurence Rossignol, par exemple, sont beaucoup dans ce genre de pratiques qu'elles essaient de diffuser. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Ceux qui ont créé les Verts sont des gens qui ne sont pas profanes du tout en politique, ils sont outsiders, c'est pas pareil. Ils ont une sorte de capitaux militants, mais colossal, parce qu'ils sont dans 2, 3, le militant vert, il est plus pluricartes, depuis toujours. Ils sont dans des associations, ils sont dans des collectifs informels, ils sont dans tout un tas de trucs. Donc,
Dans la salle en 84, il faut bien avoir en tête qu'on a des gens qui d'abord sont la partie de l'écologie politique, la nébuleuse de l'époque, sont justement ceux qui, à la suite de la candidature de René Dumont en 1974, décident de passer aux politiques. Donc on a dans la salle des plus politiques finalement déjà de tout le mouvement. Et ensuite ils sont politiques encore plus parce qu'ils ont des capitaux militants et ils ont des visées électorales. La première participation électorale estampillée écologie, c'est aux législatives de 1973. Ensuite, il y a la candidature de René Dumont. C'est une forme d'écologie soluble, certes, puisque ce sont des collectifs, vous connaissez le principe, juste pour les élections, et puis après on les dissout justement en 84. Mais ce sont des gens qui ont des visées électoralistes, qui ne sont pas du tout cachés, qui sont parfaitement avoués. Enfin, il faut reprendre les textes des Verts à ce moment-là, c'est très clair. Ils veulent participer au champ politique, ils veulent concourir aux élections. C'est pas du tout, oui, ils ont un rapport ambigu au pouvoir. Non, rien du tout. Ils ont décidé de gagner. Si un Vert pouvait gagner une élection, y compris la présidentielle, surtout après l'ère du flot, où le parti s'est éminemment présidentialisé, en tout cas en interne, je peux vous garantir qu'il ne dirait pas non. Après, le rapport paradoxal qu'il a aux règles du champ politique qui ne le servent pas fait que, je dis souvent pour faire vite et blaguer, qu'un Vert ne peut participer à un exécutif qu'en se demandant tous les matins à quel moment il doit le quitter. Bon. C'est pas vrai du tout, cette histoire de mouvement, c'est quoi derrière le parti mouvement? Et c'est pour ça qu'à certains égards, j'ai l'impression que le PG essaie de refaire l'idéal perdu des Verts, parce que j'entends la même chose, c'est-à-dire les Verts dans leur commencement, c'est voilà, on va faire la politique autrement, on est un mouvement, ça veut dire quoi? Il y a quand même plein d'anciens Trotsko, Mao, communistes, etc. dans la salle, dans les premières années, c'est on fait un parti, et puis il a un pied dans le monde politique et un pied dans la société civile, je mets des guillemets, c'est rien d'autre que la théorie de la courroie de transmission, qui est bien connue par ailleurs, de la question des avant-gardes politiques, avec des vrais débats chez les Verts. La seule avant-garde, c'est l'international situationniste, est-ce qu'on doit faire comme ci ou comme ça, est-ce qu'on doit aussi faire des arts? Non. Donc ils ont un avantage, les Verts, c'est un vrai laboratoire. Ils avaient toutes les utopies au départ en 84, ils les ont toutes testées, ils se sont pris le champ politique, et c'est logique parce qu'on ne réforme pas les structures sociales à coup de hashtag ou de pétition change.org, on le voit pour MeToo, mais on le voit aussi pour les partis politiques, et ils ont échoué. Pourquoi? Parce que tout simplement, là pour le coup, individu contre institution, institution gagne. Voilà, c'est plus fort. Dernier point qui m'a aussi choqué dans ce que tu as dit, il y a eu un mouvement, il faut quand même voir qu'il y a eu un truc voyeuriste sur... non seulement pas. C'est pas d'où ça sort. Franchement, je pense que ce mouvement, si par exemple les grands journaux, je pense au Monde parce que je connais bien, ont décidé de créer des cellules internes. C'est-à-dire qu'enfin, les grands journaux prennent en compte cette histoire des violences sexuelles et de leur rôle dans la société. Si la CGT décide de mener une campagne dans l'organisation sur la question du harcèlement sexuel, bah, c'est tout sauf du voyeurisme. Je ne vois pas quel rapport avec le voyeurisme. Aucun rapport. C'est vraiment, ce mouvement a permis, à une échelle de masse, parce que les féministes et les théoriciennes du féminisme savaient que la question des violences sexuelles était une question massive. Et pas simplement des gens, des hommes qui étaient des criminels. Non, non, non. C'est la notion de culture du viol, issue des années 70, ça veut dire quoi? Il y a un continuum entre des pratiques de maltraitance au niveau de la parole, au niveau des comportements jugés normaux, banals. Des trucs genre je te coupe la parole, ou je me moque de toi quand tu parles, ce genre de trucs qui sont très très fréquents dans les partis politiques, plus à certains. Donc cette minorisation constante des femmes et le viol et les pratiques sexuelles qui tombent sous le coup de la loi. Donc il y a un continuum. Donc analyser ce mouvement, l'idée même dont tu as parlé tout à l'heure du voyeurisme, je ne vois pas le rapport. Donc quand j'ai parlé de voyeurisme, c'est plutôt que comment le formuler? C'est que je pense qu'il y a une difficulté qui est encore il y a encore quelque chose de très difficile à gérer simplement dans la question de l'intimité. En fait, j'étais imprégnée de cette histoire de découvrir qu'une militante de chez nous a pu plus facilement faire le choix d'aller en justice, etc. Et que c'était difficile d'en parler autour d'elle. Et c'était difficile parce qu'elle ne voulait pas que les gens se mêlent de sa vie, parce qu'elle ne voulait pas être vue comme une victime. Et donc, quelque part, le grand mouvement aussi de libération de la parole, c'est sans doute une première étape
justement dans le fait d'inverser les choses et de ne plus être la personne regardée comme une victime, mais la personne qui elle-même se dit n'a pas peur, etc. Mais ça rejoint aussi sur ce que tu sais sur les enquêtes qui sont menées. Moi, je constate que justement, il y a une très grande importance à ce qu'on puisse faire la distinction, même s'il y a un continuum culturel, etc., mais qu'on puisse faire la distinction entre ce qui est de l'ordre de la violence sexuelle et ce qui est de l'ordre du déballage de ragots, etc. Parce que, et que ça, pour l'instant, j'ai pas le sentiment que ça en prenne le chemin, parce que j'ai l'impression que justement, ce que les journalistes sont en train de faire, c'est un travail très très sérieux et très méticuleux d'études, d'enquêtes sur la question, et j'espère que les enquêtes judiciaires suivront et que les travaux dans les parties suivront. Donc c'était plus sur la question du rapport à la différence entre violence sexuelle et sexualité, quoi. Et le fait qu'à un moment, quand on parle de violence sexuelle, il y a la question de comment le regard est porté et sexualise des victimes, etc. Et voilà, c'est juste une interrogation sur le point-là, c'est pas du tout pour... Je termine ce que je voulais dire. Je pense que tu fais un contresens grave sur ce mouvement. Il n'y a aucun rapport entre... Et si dans les organisations politiques, il y a un problème sur le regard, c'est un problème par rapport à une structure masculiniste des organisations politiques. Donc, attends, je termine. Juste, si, il n'y a pas, il n'y a pas, quand on dit que ce qu'ont montré, les femmes sont en train de sortir de la honte. Donc, si dans les organisations politiques, il y a un problème de honte à se montrer, etc., ça veut dire que le travail n'est pas fait de formation pour montrer l'importance de ce débat et montrer l'importance de la prise de parole.